La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Franz-Olivier Gisbert à 8h42 pour Esprit Libre. Franz, bonjour, bienvenue. Bonjour David. Alors c'est l'infraction qui se répète ces derniers temps, le refus d'obtempérer. Hier, à 4h du matin, un chauffeur, avant-hier, a heurté un véhicule de police, blessant des policiers. Non, c'était hier, à 4h du matin. C'était bien hier, à 4h. Pourquoi voulez-vous en parler ? Parce que ça en dit long sur l'affaissement du pays. C'est le chiffre des refus d'obtempérer par jour. C'est 77 refus. C'est incroyable. 77 refus d'obtempérer par jour et par nuit, parce que ça se passe souvent la nuit. Bon, c'est dément et personne ne fait rien. Ni ne propose rien. Ce qui en la dit police long. essaye de faire quelque chose. Oui, la police, pauvre police, qui est un peu abandonnée par tout le monde, d'ailleurs, y compris par les politiques. Mais ça en dit long sur le laisser-aller qui règne à peu près à tous les étages, et puis aussi la déconnexion de la classe politique par rapport à une partie du pays. Une partie du pays qui n'en peut plus. Parce que ces refus d'obtempérer, il donne une espèce d'hubris à une catégorie de la population qui, elle, qu'on peut considérer comme dangereuse. Alors, c'est devenu un sport national. Dans ce domaine-là, on fait mieux que les États-Unis. Pour une population 5 fois moins importante. Il y a 5 fois moins d'habitants aux États-Unis, en France qu'aux États-Unis. Bon, et ça fait 28 000 refus d'obtempérer. Aux États-Unis, ils n'en sont encore qu'à 20 000. Alors pourquoi ça ? Alors on est en droit de penser que les sanctions ne sont pas assez fortes, mais quand on regarde de près, l'arsenal répressif a été durci en 2022. 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ça peut même aller, s'il y a des dégâts, s'il y a des blessés, ça peut aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Alors, tout ça sans résultat. Si c'est pas assez, je pense qu'il faut peut-être en rajouter. C'est-à-dire, retirer le permis, mais souvent confisquer la voiture. Attendez, souvent le permis et l'assurance sont déjà retirés, ou il n'y a pas d'assurance. Où il n'y en a pas, c'est une voiture volée. Ça arrive aussi, ça, bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit un argument on peut peut-être en rajouter, mais je veux dire, c'est pas forcément l'essentiel. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les députés ont l'air de penser que la cause est entendue, parce qu'il n'y a jamais de proposition de loi sur cette question. Enfin, il y a eu l'histoire 2022, mais depuis, il n'y a plus rien. Et cette affaire est tout à fait symbolique de ce qui se passe en France, parce que même si les politiques condamnent, bien sûr, les refus d'obtempérer, on peut dire qu'ils ont moralement démissionné, ils ont lâché l'affaire. Il n'y a pourtant aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison parce que c'est clair que cette affaire-là, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, il faut quand même... 28 000 refus d'obtempérer par jour et par nuit. Des policiers blessés. Parce que l'histoire d'hier soir à 4h du matin, il y a eu 3 policiers blessés. Bon, le chauffeur lui-même est, très grièvement blessé. Mais il y a aussi des policiers chaque fois. Dans les Yvelines aussi, il y a eu un refus d'obtempérer la nuit d'avant, un policier blessé. Vous voyez, c'est ça le problème. Il y a 2 facteurs. Le premier, c'est que souvent, ce type de délinquance est filmé, parce que le refus d'obtempérer prend plusieurs secondes. Donc, il y a des gens qui ont le temps de dégainer leur portable et donc ils mettent la vidéo sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, voir ça, pour les Français, c'est absolument insupportable. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est que la peur du gendarme a disparu, Franz. Et c'est ça. Il n'y a plus la peur du gendarme. C'est ça, non mais c'est ça le problème. C'est le problème, alors qu'il y a... Aux États-Unis, il y a la peur du gendarme. Et bon, on voit très bien les chiffres, quand même, où il y a beaucoup d'homicides, enfin, même s'ils sont en baisse depuis Trump, il l'était même un peu avant, il y a beaucoup d'homicides encore. Et c'est vrai que la France, on a cette particularité. Ça en dit long sur l'espèce de je m'en foutisme général. Mais attendez, il y a la peur du gendarme en France. Ceux qui ont peur du gendarme en France ont généralement rien à se reprocher. Et ceux qui en ont pas peur devraient en avoir peur. Oui, mais parce qu'ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Parce que c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Ils sont insensibilisés. Oui, mais attendez. Ils sont comme vous avez quand anesthésiés. même un président de la République qui a porté un t-shirt, fièrement, arboré un t-shirt avec non-violence policière. C'est ça la France aussi. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas l'idée quand même qu'il faut sécuriser la police aussi, parce qu'on en est là.
Il faut protéger la police. Vous avez vu quand même cette espèce de révolte des policiers. Quand vous dites protéger la pompiers. police, qu'est-ce que ça veut dire protéger la police? Vous n'allez pas faire comme Ségolène Royal en 2007 qui proposait de mettre un policier derrière les policiers pour les raccompagner chez eux. Mais ça, c'est totalement idiot. Non, mais il faut protéger moralement la police. Protéger moralement la police, bien sûr. Et c'est la même chose qui se passe avec les professeurs. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire, il faut les enseignants, il faut les remettre au centre du village. Est-ce que les médias ont un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que les médias ont un rôle? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça, c'est un partout la balle au centre. Personne ne s'engage. Les policiers on s'engage parce que regardez, l'histoire Naël, c'est tout de malfaiteurs. suite le policier qui est avant même. Là, c'était pire. Tout de suite. Je veux dire, on regarde pas. Bon, c'est vrai, on connaît pas les circonstances de l'accident, mais il est déjà condamné, y compris par le président lui-même. Non, mais c'est ça l'histoire quand même. Il faut, je veux dire, là-dessus, il faut qu'il y ait une réflexion. Et je le répète, c'est à peu près la même chose. On peut pas comparer les deux univers, mais c'est la même chose pour la gauche. les enseignants. Est-ce que la gauche est coupable? Bah, évidemment. Pas toute la gauche. Mais enfin, attendez, la campagne permanente de LFI contre la police, bah, évidemment, ça a des effets. Et tous ces délinquants se croient protégés par une force supérieure. C'est ça l'histoire, bien sûr. Mais ça, il faut en finir avec cette histoire. Sinon, les Français deviennent fous. Vous savez très bien. Je veux dire, on vit ici dans un monde un peu protégé. Là, dans cette radio, on rentre chez nous, on est relativement protégé. C'est pas le cas pour beaucoup de Français, y compris des Français qui nous écoutent. Après la crise de l'autorité sur les routes, venons-en à la sécurité des enseignants sur leur lieu de travail. C'est aussi une crise de l'autorité, mais c'est surtout un climat dans lequel travaillent certains enseignants aujourd'hui, qui est tout à fait anxiogène. Et la tragédie de Sanary-sur-Mer est l'occasion pour vous d'en parler. Oui, bon, alors... Il y a des solutions, on dit toujours, il y a des solutions, c'est les fouilles. Bon, mais sauf qu'il y a déjà des fouilles. Il y a déjà des fouilles, des fouilles dans les sacs pour chercher les couteaux. Bon, et puis il y a même des établissements où, mais alors ça c'est un peu différent, c'est-à-dire les portiques qui sont installés sont plutôt des portiques qui empêchent les personnes extérieures à l'établissement scolaire de rentrer, et non pas des portiques anti-armes, vous voyez, qui détectent les armes. Donc ça c'est peut-être une solution à terme si cette affaire se développe, parce que ça commence à devenir inquiétant pour les enseignants. Moi-même, je fais beaucoup de conférences dans les lycées, parce que ma mère était prof d'histoire, de philosophie, enfin, il y a déjà longtemps, et c'est vrai que j'aime retrouver ce climat. Et je remarque quand même une anxiété, une angoisse sourde chez les enseignants. Depuis déjà longtemps. C'est-à-dire, d'ailleurs, qui vous parlent très franchement de matières qu'ils ne peuvent plus enseigner. Ils ne peuvent plus parler de la Shoah. Ils ne peuvent pas parler par exemple, aussi de la théorie de l'évolution. Franz, vous savez où je les mettrais, moi, les portiques? Je les mettrais à la sortie du domicile de ces enfants. Je provoque. Oui, bah bien sûr, ça coûtera tellement cher. Non, mais ça coûterait cher, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même dingue d'avoir des enfants qui vont à l'école avec un couteau. Les parents, il faut les responsabiliser. On peut pas lester l'éducation nationale de tout. Bien sûr. De tout. Bien sûr, les leçons d'écologie, les leçons de politesse, les leçons de savoir-vivre, les leçons de on ne tue pas son prochain. Au revoir, merci, bonjour. Enfin, on c'est lui incroyable. Donne tout à faire, et faut bien dire une chose, on traite très mal les enseignants. Parce qu'on a eu pendant des années l'enfant roi, ça n'a pas donné grand-chose. On a quand même aujourd'hui le parent d'élève roi, à mon avis ça ne donne rien. Il faut revenir au prof roi, comme dans l'époque fastueuse des hussards de l'école républicaine. Ça a quand même donné de très bons résultats, ça a bien marché, donc je le répète, il faut remettre le prof, ou l'instit, au milieu du village. J'ai une suggestion, puisque les gens aujourd'hui ont peur de l'intelligence artificielle qui va bouffer tous les emplois. On pourrait très bien imaginer de dire que la fonction d'enseignant ou d'instituteur est une fonction qui sera jamais confiée à l'intelligence artificielle, doubler les salaires et recruter des instituteurs et des profs qui soient mieux valorisés dans leur carrière. C'est évidemment, c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Ça, c'est d'ailleurs les imbéciles qui ont concocté le prochain budget, parce que c'est un budget débile, faut bien dire les choses. Un budget anti-croissance, anti-économique, anti-entreprise, etc. Ils auraient pu y penser, c'est-à-dire effectivement peut-être baisser certaines dépenses inutiles et augmenter celles-là, parce que c'est vrai que c'est de ce côté-là qu'il faut travailler, évidemment. Parce que les profs,
faut les augmenter. Mais bien sûr, il faut comparer les salaires des profs, en tout cas au démarrage, avec ceux de leurs homologues en Allemagne ou aux États-Unis. Et je vous recommande... Parce qu'ils sont mieux payés là-bas. Je vous recommande l'interview qu'on a faite hier de Gilles Berset, qui disait que dès qu'on avait des velléités de réduire un peu les congés, mais de proposer en contrepartie plus de salaire, c'était non tout de suite, tout le temps. Ça marche pas. Parce que les profs sont, comment dire, c'est une profession assiégée. Mais il suffit d'aller dans les lycées. Je vous emmènerai un jour dans une des conférences, parce que j'aime ce climat, mais je sens une oppression. Et ils le disent, d'ailleurs, ils s'en cachent pas. Quand vous allez dans les lycées, vous faites des conférences devant des élèves ou devant des profs, les deux? Devant des élèves. Devant les non, élèves. il y a toujours les profs qui sont sur le côté, là. Et qu'est-ce qu'ils disent, les mômes de 16-17 ans, quand ils voient arriver Gisbert? Ils disent qui c'est celui-là, d'où il sort? Ils sont passionnants. Avec sa France d'avant, là, chez Gallimard. Mais c'est très intéressant, parce qu'ils posent des questions. Vous savez, moi, pourquoi je fais ça? Parce que j'essaie de rendre ce que mes ancêtres m'ont donné à moi. Et pourtant, les mômes, ils vous ont pas vu à la télé. Moi, dans mon petit lycée d'Elbeuf, Pierre Viançon-Ponté, le grand journaliste du Monde de l'époque, il est venu, et il a répondu à nos questions. Et pourtant, les mômes, ils vous voient pas à la télé, ils regardent plus la télé. Donc, quand Gisbert arrive, ils voient arriver un quinquagénaire fringant avec ses bouquins et une certaine idée de la France. Vous êtes gentil, hein, parce que je crois que j'ai un peu dépassé la limite, là. Hein. J'en suis faites plus moins. là, hélas, oui. Merci. Un mot sur l'Iran, on termine avec ça. Est-ce que vous pensez que Trump va faire canner les mollahs et qu'ils vont avoir cette fameuse négociation sur le nucléaire, que Trump, grâce à ça, va préserver ses accords d'Abraham et qu'il va pacifier la région? Hubert Védrine, qui vous précédait à ce micro, est sceptique. Bah, on peut l'être, évidemment, parce que ces négociations, d'abord, elles sont au point mort, là. C'est ce que viennent dire les États-Unis. Mais ça peut encore changer, parce que les Iraniens, ils ont, vous le savez, l'habitude c'est toujours entre le chaud et le froid. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Ce sont de redoutables négociateurs. Mais dans cette affaire, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a un grand oublié. Le peuple iranien, outragé, brisé, martyrisé, et toujours pas libéré. C'est ça le fond de l'affaire. Et si négociation il y a, elle se fera sur le dos nucléaire. Elle se fera sur le dos de 35 à 45 000 victimes, estimation. Ou peut-être davantage, hein, parce que... On ne sait pas. On ne sait pas.